Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du journal débridé. Aujourd'hui, je suis à Kaifeng, dans la province du Henan. C'est une petite ville de presque 5 millions d'habitants et qui a seulement 4 000 ans d'histoire. Rien que ça. Kaifeng est l'une des 7 grandes capitales historiques de la Chine. Elle a été le centre politique de plusieurs dynasties. Allez, je vous emmène faire un tour. Au XIe siècle, sous la dynastie Song du Nord, Kaifeng, alors appelée Bianjing, était la capitale et l'un des centres les plus prospères de la Chine médiévale. Cette période a marqué l'apogée de la ville, tant sur le plan économique, culturel qu'artistique. La ville attirait de nombreux lettrés, artistes et calligraphes, favorisant ainsi l'épanouissement des arts, dont la calligraphie. Allez, c'est parti en scooter électrique! Kaifeng fut aussi un carrefour commercial important et elle est aussi connue pour sa diversité culturelle et religieuse. Elle abrite une des plus anciennes communautés juives de Chine, ainsi que des temples bouddhistes et taoïstes et des mosquées. Aujourd'hui, on peut encore visiter la pagode de fer, Tietà, le temple de Daxiangguo, Daxiangguosi, et le pavillon du dragon, Longting. Et bien ça y est, on est devant le temple Daxiangguosi. On fait un petit tour. Le Daxiangguosi, ou temple de Daxiangguo, est l'un des temples bouddhistes les plus célèbres de la ville de Kaifeng. Ce temple a une longue histoire et a joué un rôle majeur dans la propagation du bouddhisme en Chine. Le temple a été fondé en 555, mais sa renommée a atteint son apogée sous la dynastie Song au XIe siècle. L'architecture du Daxiangguosi est typique des temples bouddhistes chinois traditionnels, avec de vastes halls, des pagodes et des jardins. Le site est entouré de plusieurs pavillons et de statues bouddhistes, et il a été restauré à plusieurs reprises au cours des siècles. Aujourd'hui, le temple reste un lieu de culte et un site touristique populaire, attirant de nombreux visiteurs intéressés par l'histoire, l'architecture et la culture bouddhiste. On commence avec le sport. Les Jeux asiatiques d'hiver 2025 se sont déroulés à Harbin, en Chine, du 7 au 14 février dernier. Plus de 1200 athlètes des 34 pays et territoires d'Asie ont participé, faisant de cette édition la plus grande en termes de nombre de délégations et d'athlètes. Sans trop de surprise, la Chine, pays hôte, a dominé le podium avec la moitié des titres et 85 médailles à elle seule, 44% de toutes les médailles. Beau boulot! Pour se déplacer, il y a plus pratique que les skis. On a l'habitude de voir de grosses voitures en Chine, mais la ville de Liu Zhou, elle, a décidé de miser sur les petites voitures électriques. C'est pour pouvoir se garer plus facilement? Pas uniquement. Liu Zhou est connu pour les luozifen, les nouilles de riz aux escargots. Mais en matière de transition écologique, la ville a mis le turbo. Liu Zhou compte déjà 214 000 véhicules électriques pour 4 millions d'habitants, soit environ 1 pour 18 habitants. Les voitures électriques représentent aussi 56,1% des véhicules de tourisme dans la ville, le plus haut niveau en Chine. La marque locale Wuling est très plébiscitée car le coût est bas. Moins de 4 000 € et le design adapté aux villes chinoises. Compact, facile à garer. Comme quoi, c'est souvent les plus petits qui peuvent montrer l'exemple. Et comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de robots, la Chine mise sur l'innovation pour pallier au vieillissement de sa population. En effet, près d'un quart de la population chinoise est âgée de 65 ans ou plus. La Chine prévoit de développer des robots pour aider les seniors dans les tâches ménagères, pour interagir avec les personnes âgées isolées ou bien pour avertir en cas de détresse physique. Ça ne remplace pas le lien affectif avec sa famille, mais avouez qu'on ne risque pas de s'énerver avec son robot pour des broutilles. En voilà un qui n'aura pas besoin d'un robot pour se déplacer. Jin Hui, 71 ans, a fait sensation sur Internet pour une course extraordinaire. Lors d'une compétition, il a parcouru les 100 mètres en 13,97 secondes. Il est ainsi devenu la première personne de plus de 70 ans en Chine à franchir la barrière des 14 secondes et a été surnommé Hardcore Grandpa par les internautes. Je ne sais même pas si je pourrais courir aussi vite que lui. En parlant de records, les recettes de Necha 2 ont dépassé les 2 milliards de dollars, surpassant Avengers 3 Infinity War. Necha 2 a même surpassé les plus grands succès de l'histoire du cinéma d'animation, passant devant Disney avec Vice Versa 2 et La Reine des Neiges 2. Du jamais vu pour un film chinois. Mais alors, qu'est-ce qui explique son succès? Bon, déjà, il est inspiré de la mythologie chinoise et le premier opus avait déjà très bien fonctionné en Chine. De plus, il est sorti pendant le Nouvel An lunaire, quand toute la Chine était en congé.
Qui dit congé dit temps libre. Et surtout, c'est un film d'animation franchement drôle, qui convient aux petits comme aux grands. Face à cette envolée, le distributeur Trinity Cine Asia a acquis les droits du film et il est déjà sorti au Royaume-Uni et devrait être bientôt dans les salles de cinéma en France. En parlant d'amener la culture chinoise en France, est-ce que ça vous dirait de faire une expérience de cuisine fusion? Certaines associations peuvent paraître étranges, d'autres tout simplement géniales. Dans le journal débridé, on aime vous parler des saveurs de thé ou de café à la mode qui paraissent déconcertantes, voire dégoûtantes. Mais celle-ci, vous allez adorer le café servi avec des tangyuan. Ok, comme ça n'a pas l'air ragoûtant. Mais les tangyuan, c'est un dessert chinois servi au moment de la fête des lanternes, 15 jours après le Nouvel An chinois. Ce sont des boulettes de farine de riz gluant et elles peuvent être fourrées de poudre de sésame sucré. C'est un peu comme un fondant au chocolat à la chinoise. Alors, imaginez ça, servi avec un café bien chaud, douceur et amertume mêlées. On n'est pas loin des créations des plus grands chefs français, non? Voilà pour les news de ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Chaque année, en mars, c'est le mois de la francophonie. Un moment spécial pour célébrer la langue française et la diversité culturelle des pays francophones. Même en Chine, de nombreuses institutions, comme les alliances françaises et les ambassades, organisent des événements pour mettre en avant le rôle du français dans le monde. Et aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, on va faire un petit tour d'horizon des pays francophones. Mais attention, on va le faire en chinois. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Commençons par une expression clé. Langue officielle. Ça se dit Guan Fang Yu Yan en chinois. Prêt? En route pour l'Europe. Fa Guo. C'est facile, c'est la France. Bi Li Shi. Pas si évident à deviner. C'est le pays du chocolat, la Belgique. Rui Shi. Ils disent Natal pour portable. Ouais, c'est la Suisse. Lu Sen Bao. Ça sonne presque pareil, non? C'est le Luxembourg. Monaco. Fastoche, c'est Monaco. Allez, direction l'Afrique. Il y a beaucoup de noms à retenir, mais zéro stress. C'est super simple, genre Côte d'Ivoire, Djibouti, Burundi, Tchad, Togo, Madagascar, Sénégal, Rwanda, Bénin, Cameroun. Ça sonne presque pareil, hein? Voilà, déjà 10 pays en chinois dans la poche. Allez, on enchaîne. Ça se corse un peu. Jiapeng, Gabon, Guinea, Guinée, Niger, Niger, Seychelles, Seychelles, Comores, Comores. C'est amusant, non? Encore 4 pays à découvrir. Mais pas de panique, je vais vous aider. Chidao Guinea. On vient de voir Guinea, c'est la Guinée. Chidao signifie l'équateur. Attention, pas le pays, mais la ligne. Vous l'avez? Chidao Guinea, c'est donc la Guinée équatoriale. Zhongfei Gongheguo. Gongheguo, on a déjà appris ça. C'est la République. Zhongfei Gongheguo, c'est la République centrafricaine. Gangguo Gongheguo, c'est la République du Congo. Gangguo Minzhu Gongheguo, c'est la République démocratique du Congo. Voilà, je pense que maintenant, vous avez bien une idée de ce que peut donner un voyage express à travers l'Afrique francophone. Allez, un petit saut en Amérique. Canada, Canada. Haïti, Haïti. Facile comme bonjour. Pour finir, on prend un petit vol vers l'Océanie où se cache un pays francophone. Vanuatu. Vanuatu. Bravo, vous venez de faire le tour des 27 pays où le français est langue officielle. Encore un peu de vocabulaire? Dans certains pays, la langue française n'est pas ou n'est plus considérée comme langue officielle, mais elle y est largement parlée. Voyons-les ensemble. Moluque, Maroc. Petite anecdote rigolote. Beaucoup de Chinois confondent le Maroc, Moluque, et Monaco, Monaco. Eh oui, c'est la magie du chinois.
il suffit d'un petit caractère pour tout changer. Algérie, Algérie. Tunis, Tunisie. Liban, Liban. Burkina Faso, Burkina Faso. Mali, Mali. Mauritius, Maurice. Et on n'oublie pas le Québec, Québec, la province du Canada où le français est sacré. Comme vous pouvez entendre, la plupart des noms mentionnés sont traduits de manière phonétique et ces traductions n'ont pas vraiment de signification spécifique. Alors, maintenant que vous êtes expert en géographie francophone, on passe aux exercices adaptés au HSK2. Exercice 1, QCM. 摩洛哥是哪个国家的中文名字？摩洛哥 correspond à quel pays? A. Monaco. B. Maroc. C. Togo. La bonne réponse, c'est bien sûr B. Maroc. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège chinois. Exercice 2. Réorganiser les mots pour former une phrase correcte. Vous l'avez? La bonne réponse est 非洲有很多说法语的国家. En Afrique, il y a beaucoup de pays francophones. C'est fini! Vous avez maintenant tous les atouts pour briller en soirée francophone en chinois. On va repartir à Shanghai pour rencontrer notre invité mystère. Salut Ashley! Ça va, Alisson? Comment vas-tu? Tranquille et toi? Et pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici à la librairie Garden Books? Garden Book, c'est quand même une institution à Shanghai, quoi. Ça fait très longtemps qu'il y a cette librairie ici. Moi, j'aime beaucoup. Et aussi, au passage, on peut y trouver mon livre, tu vois. D'accord, ouais, je comprends mieux alors. Bonjour, je m'appelle Ashlar Kanati. Je suis franco-américain, basé en Chine, à Shanghai depuis 20 ans. Je suis directeur d'une PME française ici et je viens de publier mon livre AI Battle Royale. Ashley, peux-tu nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et de ton expérience en Chine? Lisson, écoute, moi je suis franco-américain, donc j'ai grandi aux États-Unis, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans et j'ai vécu, voilà, j'ai fait mes études, etc. Mais je voulais toujours bouger à l'étranger, donc j'ai commencé à travailler en France et au bout de 3 ans de travail, j'avais à peu près 5 000 € d'économie. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment j'ai vraiment envie de partir. J'ai cherché un travail à l'étranger. Je voulais plus aller en Asie parce que les États-Unis, je m'étais dit, je pouvais y aller plus tard. Et l'Asie, ça faisait plus l'aventure. Je cherchais plus au Japon, mais j'arrivais pas à trouver de la France. Donc, je me suis dit, allez, il faut vraiment aller sur place. Et à ce moment-là, j'avais quelques camarades de classe qui revenaient d'Asie, qui me disaient, non, mais oublie le Japon. Là, c'est en Chine qu'il faut aller. C'est là que ça se passe. C'est là que c'est en train de vraiment monter. C'était vers 2004. Donc voilà, j'ai pu m'inscrire dans une école à Pékin pour apprendre le mandarin parce que je parlais pas un mot de chinois à l'époque. J'ai fait 6 mois là-bas et j'ai pas trouvé de travail sur le coup. Je suis descendu après sur Shanghai, continué un petit peu. J'ai été presque au bout de mes 5 000 € d'économie à ce moment-là, puis j'ai trouvé un travail juste un mois avant d'arriver au bout de mon argent, quoi. Donc c'était assez cool comme moment. C'était pour un VIE dans le Zhejiang, donc région à côté de Shanghai. J'ai fait ça pendant 1 an, et puis après j'ai trouvé un travail à Shanghai dans un grand groupe et voilà, j'ai après petit à petit gravi les échelons et je suis rejoint une PME pour un poste de direction et là je suis resté assez longtemps et pareil, à gravi des échelons, je suis devenu directeur pour la zone Asie-Pacifique et voilà, et là dans les dernières années j'ai aussi passé pas mal de temps à travailler sur une autre passion, un petit peu liée à mon background de contrôleur financier. Sur l'impact des nouveaux outils sur le travail, notamment l'intelligence artificielle. Et voilà, au bout de 5 ans de recherche, voilà, j'ai donc pu publier mon livre AI Battle Royale, How to Protect Your Job from Disruption and the Fourth Industrial Revolution. Et ton livre aborde un sujet passionnant. Mais selon toi, comment les employés peuvent-ils anticiper les changements induits par l'IA dans leur domaine spécifique? Y a-t-il des secteurs particulièrement concernés? La caractéristique, c'est que ça touche à tous les secteurs, donc ça n'épargne vraiment personne. C'est un peu comme l'électricité, les ordinateurs, Internet, ça va toucher tout le monde. La manière dont l'IA impacte les gens, évidemment, ça diffère des autres technologies que je viens de citer parce que ça va vraiment empiéter sur le travail cognitif.
C'est là vraiment la grande nouveauté de cette technologie. C'est pour ça qu'on appelle du second âge de la machine. C'est qu'en fait, avant, c'était une automatisation du labeur physique. Là, c'est le labeur cognitif qui était le refuge pendant 200 ans des employés, hein, si on veut avoir un bon salaire. Et donc, c'est tous ces conceptions-là, en fait, qui sont en train d'être bouleversées maintenant par l'IA. Donc, qu'est-ce que l'employé doit faire? Ben, il faut vraiment regarder dans son poste actuel, qu'est-ce qui fait la valeur de son emploi et comment ça va changer et comment tu peux préserver ta valeur. Où est-ce que tu peux trouver des endroits de valeur, quoi. La valeur étant définie par la rareté, hein, par définition. Hein. C'est toujours un marché de l'offre et de la demande. S'il faut aller vers la rareté. Comment caractériserais-tu le développement de l'intelligence artificielle en Chine et son intégration dans la société? En quoi se distingue-t-il des modèles observés dans d'autres régions du monde? Quand on regarde historiquement ce qui s'est passé dans la première révolution industrielle, c'est flagrant, quoi. On voit la Chine qui était un des pays, une des puissances les plus fortes de l'époque, première révolution industrielle, la Grande-Bretagne qui décolle, après deuxième révolution industrielle, les États-Unis, etc. Et la Chine qui n'a pas vraiment saisi ces révolutions, qui a périclité. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation voilà, où on a les États-Unis et la Chine, et tous les deux sont très conscients du fait que cette révolution industrielle, celui qui saisit cette révolution industrielle, c'est lui vraiment qui va rester en position dominante dans le monde. Donc, c'est une question de survie, quoi, vraiment. On ne peut pas laisser le passé se répéter. Maintenant, à côté de ça, l'intelligence artificielle est tellement perturbatrice que ça risque de créer des soucis au niveau du social. Moi, l'impression que j'ai, c'est que le gouvernement, en fait, il va pas à fond dessus pour ça, quoi. Il veut balancer un petit peu et tenir un petit peu respect des gens, en fait, de la société, quoi. Il veut pas qu'il y ait un bouleversement, alors que les États-Unis, ils sont un petit peu, alors bon, ils sont un petit peu moins, ils s'en foutent, quoi. Ils font tout ça, ça crée vraiment un changement des dynamiques en Chine qu'on sent vraiment, et c'est palpable. Hein. Je vous disais hier, j'étais avec des étudiants de Peking University et tu sentais une espèce tu sentais une sorte de fierté des gens, en fait, que de dire, bah, voilà, la Chine, on est là, we are here, on n'est pas en train de se faire complètement dévancer, c'est pas que à la Silicon Valley que ça se passe, quoi. La Chine reste un acteur très important dans le domaine. Et les Chinois aussi sont très technophiles. Ils s'approprient les outils très rapidement. Il n'y a pas cette technophobie comme on peut trouver en France, ou quand vous allez dans les rayons de la Fnac ou quoi, vous regardez les livres sur la technologie future, mais la majorité des livres, ils ont une connotation assez négative, quoi, pour faire peur aux gens, quoi, alors qu'en Chine ou aux États-Unis, c'est vraiment plus en mode optimiste, ouais, c'est bien, on progresse, etc., quoi. C'est aussi un petit peu une différence que moi je sens ici. Après tant d'années en Chine, qu'est-ce que tu vois comme changement? Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus? Quand j'étais en Chine au début, le Made in China, ça faisait pas très bonne impression de la qualité, quoi, en Occident. Mais moi, déjà, je me disais, bah, c'est comme Made in Japan, Made in Corée, il y a 40 ans de ça, quoi. Et les gens, le problème, c'est qu'ils gardent cette image de la Chine des années 80. Bah, les choses ont changé. En 40 ans, la Chine, elle a quand même fait 3 révolutions industrielles. Et là, on rentre dans la quatrième, quoi. Ils sont en tête de la quatrième. Donc, il y a eu un progrès phénoménal qui s'est passé. Ashley, ton parcours t'a amené à travailler dans différents environnements culturels. Quelles valeurs clés crois-tu qu'un leader doit porter en étant dans un contexte international? C'est vraiment le challenge d'arriver à faire le pont entre les différentes cultures. On est dans des contextes différents, les gens, ils n'ont pas des mêmes façons de travailler, des mêmes habitudes, la temporalité est différente aussi. Donc ça, j'essaie d'expliquer. Je prends l'allégorie du film Interstellar pour expliquer ça aux Français. Enfin, une semaine ici, c'est un mois en France. Un mois ici, c'est une année en France, quoi. Je veux dire, c'est juste, ça va être beaucoup plus vite ici, quoi. C'est pas pareil, quoi. Donc, ouais, c'est le rôle du leader d'arriver à faire que les parties arrivent quand même à travailler ensemble, avec aussi des niveaux de, comment dire, de brouillard, hein, de fog of war, en fait, qui est beaucoup plus dense ici, quoi. Les choses sont parfois moins claires. Tu as des règles, mais tu as aussi des zones grises ou quoi. Tu as des manières de jouer avec les choses. Donc, le relationnel aussi est très, très important. Il y a toute une manière, et c'est là, en fait, qu'on a une valeur ajoutée, quoi, en étant un petit peu multiculturel. Pour pouvoir justement naviguer à travers ces différents eaux et surtout faire comprendre aux différentes parties ce qui importe. Ashley, j'ai lu un article dans lequel tu as parlé du mot oser. Comment l'idée de oser a-t-elle influencé ta carrière et tes décisions? La grande question, oser, hein. Oui, il faut oser, mais c'est pas de la folie, en fait. C'est vraiment, c'est calculé. Donc, quand tu oses quelque chose, tu as des second options, tu as des back options qui te permettent de, si ça se passe pas bien, bon, bah, tu perds pas tout, quoi. Tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est pas de la folie, quoi. Ça reste calculé et donc, il faut faire ça de manière intelligente, quoi. Donc, ça peut avoir l'air des gens de l'extérieur très osé ce que tu fais, surtout quand tu réussis, ils se disent, ah, bah, ce type-là, il est formidable, etc. Puis là, tu fais semblant d'avoir été fou, mais en réalité, voilà, tu prévois bien ton jeu, quoi.
C'était super sympa. Merci pour ton temps. Et j'ai appris pas mal de choses sur l'intelligence artificielle. Merci à toi, Li Song, d'avoir pu m'écouter tout ce temps-là, quoi, parce que c'est pas forcément des questions évidentes, hein. Tiens, si tu veux un petit peu de lecture, je t'en offre un d'ailleurs. D'accord. Bon, c'est en anglais. Bah, je vais passer beaucoup de temps là-dessus alors. Écoute, si tu arrives à me trouver un itinéraire en français, moi je suis preneur, hein. D'accord. Bah, je vais essayer. Sur ce, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Salut. Ciao. Ciao. Voilà. Ainsi s'achève notre émission devant le temple Ta Xiangguo Si. Et je vous retrouve en mai pour une nouvelle émission du journal débridé. Allez, à très bientôt.